C'est super bon. On est à Marseille. Et c'est hyper mignon. On est au bar à pain. On est venu faire une pause. On nous a recommandé le bar à pain avec la chocotine. Donc moi, je respecte ce qu'on me dit. Je goûte la chocotine. Parfait. Très très cool. Hein. Ouais. On est chez Coin Coin. Ah non, tu filmes pas. Si. C'est bon. C'est à base de farine de pois chiche. Ça se mange apparemment à l'apéro. C'est hyper fondant. Ça, c'est bon. On a un poulpe grillé avec de l'aioli, bien sûr, des croutons et de la polenta. Polenta. Polenta, je crois. Polenta. À l'espagnol. Bon bah allez, bon app. Hein. Ouais, bon app. Un petit dessert pour la route, c'est ça? Évidemment, on repart pas sans une dose de sucre. Faudrait surtout pas tomber en hypoglycémie. Donc là, on a des petites pommes rôties flambées au whisky, un petit crumble au sarrasin avec une crème crue et une petite touche de caramel, nickel chrome. Là, on a fiadane à la clémentine, c'est un gâteau corse. Bon, du coup, c'est pas Marseille, mais voilà. Et un choco peanut avec un craquant à l'avoine et au beurre de cacahuète. Ah, ça a l'air coquin. Hein. On va s'endormir, je pense que là, ça sent le coup de barre. Le coup de barre pendant l'interview là. Faut Ouais. pas, hein. Non, il faut pas. Après déjeuner. Ah ouais, il y a une petite crème dessous, regarde. Oh, mon Dieu. Ah ouais, j'avais pas vu la petite crème. Bon, coin, ça a l'air validé. Hein. Elles sont chaudes. C'est bon. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à Marseille. Superbe ville avec Clément Salut. qui nous fait ses magnifiques prises de vue. Et on est venu interviewer Sébastien qui m'a envoyé son témoignage, qui m'a touché, qui m'a mis les larmes. On va voir son parcours de vie, sa transition. Voilà, on est hyper content d'être là, n'est-ce pas? Bah trop hâte. En tout cas, le ciel est avec nous. On a une belle petite lumière. On est content parce qu'ils annonçaient pas particulièrement un temps bleu aujourd'hui, 13 janvier. Donc on est super ravis. On a de la chance depuis ce matin là, c'est cool. Ouais, on a une chance de dingue. Voilà. Bon, on va retrouver Sébastien. Allez, on y va. Vous me Allez, suivez? let's go. Il y a Roger qui traverse. Attention, c'est un tornado. C'est un stade. C'est un bon stade. Ah, on est arrivé là? Ouais, on est arrivé. Le resto, en fait, il doit être la grotte, c'est là, regarde. Oh, les petits bateaux et tout là. Stationné. Oh putain. Non mais là. Mais non. Oh, la place royale. Même la vue de la place, tu vois, on pourrait faire l'interview ici. C'est cool quoi. Ah ouais. Hyper mignon. Bon bah cool hein. Ah bah là, on peut dormir là, la vue est fantastique. On a le petit rayon de soleil et tout. Là, faut un camion quoi. Ça va? Très bien, et toi? On s'embrasse. Oui, Enchanté. moi aussi. Ravi de te Enchanté faire rencontrer. ta connaissance. Ouais, pareil. Enfin. Ouais, carrément, je te présente Clément. Salut Clément. Sébastien. Qui va être Comment avec vas-tu? nous. Ça va, je te filme alors qu'on s'est pas dit bonjour, c'est pas du tout poli, mais je voulais capter la fraîcheur de l'instant. Oh, j'étais prévenu en même temps. Bon Sébastien, je suis hyper contente de te rencontrer. Parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et tu m'as envoyé le tien quand même en décalé par rapport au moment où j'avais fait le casting, entre guillemets. Ok. Et tu me l'as envoyé un jeudi soir vers 22h. Et, C'est exact. et en fait, ça m'a mis les larmes. Ton témoignage m'a vraiment mis les larmes parce que moi, déjà, je m'étais projetée à interviewer quelqu'un qui faisait ce que tu fais. On va pas spoiler tout de suite. Et dans ton témoignage, j'ai ressenti plusieurs choses. Alors, tu m'avais pas mis ta date de naissance, mais j'avais le jour et le chemin de vie tout à la fin et tout. Mais je ressentais beaucoup d'intensité dans ta personnalité, beaucoup de passion. Le côté que tu m'as décrit des fois un peu presque border, on va en reparler, enfin tu vois, à la limite du hors-jeu quoi. Ouais, ouais. Et puis après j'ai ressenti un grand apaisement, une grande libération, enfin tu vois, quelque chose d'hyper aligné. Et donc je me suis dit mais il faut absolument que je rencontre ce gars quoi. Donc j'ai failli venir à Madagascar mais ça n'a pas pu se faire. C'est vrai que c'était quelque chose, mais par rapport à cette introduction, ouais, on est complètement dedans. Moi, je me reconnais totalement dans ça. Bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai écrit.
Ouais, mais Mais je il y ressentais a un vraiment ce parcours. truc-là. Il y a un parcours qui a été à cette image, Ouais. complètement à cette image, à la fois parfois avec les montagnes russes, mais aussi avec une conviction, avec un rêve, avec une détermination. Et puis après, je dirais que les choses se sont faites en passant à travers moi. Et j'ai vu le résultat. Je voudrais pas spoiler. Effectivement, c'est un parcours dont je suis assez fier et qui m'apprend toujours un petit peu plus sur moi et donc sur les autres. Toi, si je te disais Sébastien enfant, quels sont tes souvenirs de ce qui t'attirait, ce qui t'animait? Ah, mes souvenirs, c'est déjà j'étais empli de jovialité. Ce que j'aimais, c'était me marrer, faire le clown même à la maison, des spectacles. Dès que je pouvais me rendre intéressant, aimé, ben, je mettais en sorte de faire rire les gens ou alors de leur montrer mes talents. Ça, c'était une part de moi importante, surtout dans les réunions familiales. Ce qui fait mon enfance, c'est aussi les grands espaces. On se baladait beaucoup, on marchait beaucoup, il y avait un goût d'aventure qui était là. Donc dès que possible, on allait explorer déjà. Et puis j'avais envie de connaître les étoiles aussi. J'étais complètement fasciné par notre état d'être humain dans un grand cosmos. Donc ça me laissait beaucoup de questions et j'étais donc rêveur et imaginatif aussi parce que j'avais une grande part d'imaginaire. Ouais, t'as déjà un petit garçon qui avait le cerveau, qui imaginait plein de choses, qui se posait beaucoup de J'étais à questions sur fond. l'univers. J'étais à fond et en même temps, ça me mettait un petit peu à part aussi. Je me sentais un peu à part et parfois j'avais des moments de solitude voulus et parfois un peu subis aussi. Comme si j'étais un peu... quand les gens ne me comprenaient pas en fait. C'est ce que j'allais dire, t'avais l'impression d'être incompris un peu. Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment-là. C'est complètement ce sentiment-là. Et tu m'as dit aussi que t'avais besoin d'harmonie familiale, que t'étais vraiment à la recherche comme ça, presque d'amour, ou voilà, donc tu m'as parlé de ce côté qui faisait le clown. Ça va dans ce sens-là. J'avais envie que tout le monde s'entende bien, j'avais envie que ce soit apaisé, j'aimais pas les conflits, ou disons que j'aimais les conflits qui se soldent par un grand rire, et on se tienne tous la main, et qu'on fasse attention à nous aussi. Et tu te sentais responsable de ça alors? Ah mais complètement, Ah ouais. complètement. Donc je mettais plein de choses en place pour le faire, comme la cuisine, le service. Je préparais les chaussons de mes parents quand ils arrivaient. Oh, ouais. Et puis après, je les servais à table, mais dans un spectacle. Hein. Ah oui, tu te mettais vraiment en scène, le serveur, mesdames et messieurs. Exactement. Il y avait même les criteaux sur la porte de la cuisine. Tu faisais le menu du jour. Ouais, j'enlevais leurs vêtements, j'ai déposé au vestiaire. Ah ouais. Le menu du jour était sur la table. Excellent. Le couteau, la fourchette à poisson, la cuillère, etc., etc. Mais tes parents évoluaient dans le milieu Oui, mon père était dans la de la restauration. restauration. Et Ouais. ma mère dans le prêt-à-porter. Donc tu étais déjà inspiré par ton père. Et mon grand-père qui avait un hôtel-restaurant avec ma grand-mère également. Donc tu as vraiment évolué dans ce milieu-là. quoi. Oui, complètement. D'accord. On ressent énormément de sensibilité. Du coup, tu es très sensible à l'environnement qui t'entoure. m'entoure. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Je cherchais le mot. Et est-ce que cette sensibilité, même en grandissant à l'adolescence, des fois on sait qu'on peut changer, est-ce que tu l'as gardée ou est-ce que tu l'as perdue à un moment donné? À l'adolescence, je crois qu'elle s'est décuplée. Ma sensibilité aux choses, je dirais, à mon intériorité, à ce que je vivais à cette époque-là. J'ai été plusieurs fois dans un mouvement de déracinement en quittant le lieu de ma naissance, mes amis, dans un début d'adolescence, avec une nouvelle ville, une nouvelle cité, des interactions avec le milieu social parfois difficiles. Et donc j'ai dû m'adapter. Et je me suis très bien adapté, hein. J'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc continuer dans le rire, intéresser les gens et m'échapper le plus vite de chez moi pour vivre ma vie indépendante. Tu as passé 15 ans dans la restauration, donc finalement ce milieu d'animation te convenait. Qu'est-ce que ce métier il t'apportait au début? Travailler dans des endroits de luxe, dans un superbe cadre. T'as travaillé où? Je travaillais dans des palaces comme en Normandie, Ah oui. ouais, chez les traiteurs, dans des manoirs pendant quelques années. Et puis j'ai travaillé dans des endroits aussi qui recevaient énormément de public,
donc à grande renommée en fait. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'indépendance que ça me donnait, le côté spectacle qui restait, parce que je pouvais faire un peu de spectacle à table, toujours la mise en scène, puis donner aux personnes qui sont là, parce que c'est quand même un métier de service, et donc on fait soin, on fait attention, on essaye d'être là, mais sans être visible. Donc il y a un art en fait, et je dirais une façon de se tenir, un savoir-être, un savoir-faire. Ouais. À quel moment tu as senti que la restauration, il y avait quelque chose qui se fissurait, que tu te sentais moins aligné justement avec cet aspect spectacle ou cet aspect service, juste uniquement? Bah oui, j'ai fait le tour en fait. J'ai fait le tour de ce spectacle, j'ai pas spécialement évolué au sein de la restauration. J'ai eu des opportunités qui ne se sont pas soldées, j'ai l'impression que ça voulait pas marcher. Et puis par dépit, je suis resté dans la restauration pour travailler alimentairement, quoi. Puis à un moment donné, cette relation avec le public n'était plus. En tous les cas, c'était superficiel. Ça me manquait de profondeur. Ouais. Je ne me retrouvais pas dans les aspérités que ça pouvait nous apporter. Beaucoup de nourriture, beaucoup d'alcool, beaucoup de consommation. Tout ça, ça me sortait des yeux en fait. Parce que c'était trop tout le temps. Voilà, pas de jour de congé, les vacances, pas en même temps que les autres. L'été, tu travailles. Donc on voit moins la famille, les amis. Donc je subissais mon travail, j'étais seul, j'avais plus de joie. J'ai fait un burn-out. Tu m'as parlé justement de ras-le-bol et de perte de sens. Et j'allais justement te demander comment est-ce que ça s'était manifesté dans ton quotidien. Donc en fait, de la fatigue, de la perte de joie. C'était un drame, hein. Un drame parce que je ne voyais rien faire d'autre. J'avais un filtre noir sur les yeux et je fumais beaucoup, je faisais beaucoup la fête. Un petit côté excès, comme tu décrivais tout à l'heure. Totalement. Je vais pas me cacher aujourd'hui. Oui, c'était une part de ma vie. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ma santé, qu'est-ce que je veux faire vraiment? J'ai rencontré une personne qui m'a dit, tu sais, la vie, tout est possible. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, allez, je prends des vacances. Et je suis resté en vacances. Je suis resté en vacances depuis, ouais. Et à cette époque-là, si tu devais décrire l'image du Sébastien de l'époque, en une image, ce serait quoi? Un garçon qui continuait à faire rire les autres. Le masque. Qui prenait soin des autres, mais qui parfois, entre midi et 2, en mangeant un croque-monsieur frites, était profondément triste. Alors après, tu as eu un déclic, justement, que tu m'en as parlé. Donc tu as eu cette perte de sens, cette perte de joie. Et puis tu es parti en Martinique. Oui, exact. Il y a 10 ans, en fait, cette année, il y a 2016. 10 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Martinique? La Martinique, je sais pas, juste les cocotiers. Les cocotiers, la Martinique. L'envie de soleil, de repos, du rhum. Je me suis dit, je ne vais penser à rien. Du rhum. Je vais mettre la tête dans le sable et je vais me poser et réfléchir un petit peu à mon avenir. Et en fait, en réfléchissant à ça, j'ai fait un baptême de plongée. Je me suis dit, mais c'est vrai, quand j'étais gosse, j'avais fait un baptême de plongée une fois. Avec ton père? Non, tu m'as parlé de ton avec papa l'école. aussi avec ça. Ok. Avec l'école. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça pendant mon enfance, mais il y avait une trace, une empreinte qui s'est mise pendant mon enfance. Au long d'une année, j'ai appris la plongée sous-marine dans une piscine et à la fin, on comptait les animaux, la posidonie, etc. Et ça m'est resté, mais je l'avais oublié. Ah, c'est remonté à la surface sans mauvais jeu de mots. C'est remonté à la surface. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, mais quel bonheur le silence, ne pas parler, pouvoir me poser, respirer simplement, consciemment, en regardant des beautés, le monde merveilleux sous-marin. Ça m'a apparu comme un nouveau monde, quelque chose à découvrir, à explorer, mais parsemé de beauté. Ouais. Là, j'ai décidé, c'est vraiment là où je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais de toute façon, je vais rester la tête dans l'eau le plus longtemps possible. Ah oui, donc... C'est tombé comme un couperet. Bon, et alors, raconte-moi ce moment précis, sous l'eau, où tu te dis, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je sais que cette plongée, elle va changer ma vie. Les poissons, les carangues qui passent, une tortue. Le moniteur qui me tient, qui me fait des grands signes, ça va, c'est super et tout. Et moi, je suis dans ma meilleure vie, je dis, c'est une micro-révélation parce que, en fait, je vais en avoir plusieurs derrière, mais celle-là, elle est très marquante. Tu te sens hyper bien.
je porte mon matos, c'est l'aventure, j'ai ma bouteille de plongée dans le dos, je m'occupe un peu de l'équipement, on me montre des choses, balade en bateau, les vagues, le vent, les cocotiers, la faune, la flore, les gens avec une banane comme ça. T'as vu le poisson? T'as vu les conversations qui s'orientent sur d'autres choses que dans mon passé? Je me dis, waouh, il y a aussi une science de l'eau, il y a aussi une science de la plongée, il y a tout un paradigme que j'ai envie d'aller voir. Ouais, Ça, la restauration, pour toi, c'était quelque chose qui était trop superficiel finalement, ça te correspondait plus. Et puis de long en large, en travers, je l'avais intégré en plus. Ouais. Donc j'apprenais plus rien. Ça, c'est terrible. Et t'avais besoin d'apprendre. Ouais, besoin de me renouveler, Ouais. besoin de m'enrichir, besoin de transmettre des choses aussi. Ouais. Et c'est pour ça que la plongée m'a tout de suite plu. Tu parles du silence qui t'a en quelque sorte éveillé. Qu'est-ce qu'il a éveillé en toi, ce silence que tu as ressenti, qui est quand même parfois, je trouve, un peu angoissant. Quand on est sous l'eau, il suffit que le temps soit un peu noir ou qu'il y ait des grottes ou quoi, c'est... J'adore ta question, parce que premièrement, ça a éveillé une part inattendue, c'est-à-dire moi, soi-même, et il y a quand même un corps qui est en train de respirer et qui met des choses en place pour te sentir bien, te sortir en vie. Ok, qu'est-ce qui se passe réellement? Un muscle, un diaphragme, ok, des échanges de gaz, pourquoi, comment, donc il y a toute une connaissance à avoir pour mieux se connaître soi. Ouais. Une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, on sait aussi qu'il y a un système nerveux. Comment il régit ce système nerveux? On remonte au cerveau, comment fonctionnent nos cerveaux et nos réflexes. Ok, on en sait beaucoup plus sur soi déjà. Donc ce silence, il m'a apporté une tonne d'informations en réalité. Et une tonne de questionnements que tu t'étais jamais demandé avant. Et surtout, oui. Et aussi une tonne de questions sur qu'est-ce que tu vas faire après de ces infos. Et Est-ce ouais. que tu vas les entendre, même sur des parties peut-être inconfortables, Se mettre Et- face à soi-même. comme tu le dis, exactement. Et c'est pas toujours facile de se mettre face à soi-même quand on s'est oublié quelques années, Et ouais, plusieurs années. de faire 15 un ans. point. Ah ouais, c'est vraiment ce que tu dirais, que tu t'es oublié pendant 15 ans. Bon, 15 ans, c'est beaucoup. Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, où je me suis oublié, en fait. J'ai continué des formes de programmes inconscients dus à ma famille, à ma lignée familiale. Et je me suis pas posé de questions. Je me suis pas senti capable aussi. Je me suis dit, tiens, c'est là-dedans, point barre. Et en fait, l'âme d'enfant, là, l'enfant intérieur, il a fait, dis donc, t'es dans l'eau en train de plonger. C'est pas ça un de tes rêves. Ouais. Ok, allez, il est temps d'aller voir à l'intérieur maintenant et de faire des choses pour soi. Le souvenir avec ton père en apnée, tu peux m'en parler et me dire ce que ça a évoqué, ce que ça a fait remonter, qu'est-ce que tu avais vécu? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est repassé quand tu as replongé après à l'âge adulte? Ouais, en partie, mais c'est vrai que ça a pris, je dirais, naissance ici. On part à la plage, je mets ma serviette, je file à l'eau, je suis dans 30 cm d'eau, j'essaye de nager, je joue et tout ça, et puis je vois mon père passer, en fait, qui à l'époque était très sportif, et c'est un ancien nageur. Donc il passe devant moi, il me fait un signe, et il saute, il plonge, et il fait de l'apnée. Mais lui, c'est même pas ce que c'est l'apnée en fait, c'est un nageur, donc il trace sous l'eau et il ressort 50 mètres plus loin peut-être. Mais moi j'ai trouvé ça incroyable, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 50 mètres? Ouais. Déjà, où il est? Ensuite, il avait un oursin dans la main, donc il m'a dit regarde, il m'a montré ça, il m'a dit attends, il a eu le temps d'aller dans l'eau, rencontrer un oursin. T'étais impressionné quoi. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Il y avait beaucoup de films aussi à l'époque, comme Le Grand Bleu, Ouais. L'homme de l'Atlantide pour mon père, mais tout ça, on était fascinés par l'eau et par l'homme dans l'eau. Et donc je crois que Le Grand Bleu, chez moi, a marqué une trace indélébile. T'as su immédiatement en Martinique que ta vie allait basculer, qu'en rentrant, t'allais pas reprendre la restauration? Comment ça s'est matérialisé, organisé? Ah oui, donc plus de restauration, Donc terminé. t'es rentré, terminé. Ah oui, je me suis lancé dans mon premier niveau de plongée. D'accord. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mentor, et celui qui m'a formé à la plongée sous-marine et qui m'a accompagné jusqu'à la professionnalisation ensuite. Ok. Et quand t'annonces autour de toi que tu veux devenir moniteur de plongée après toutes ces années dans la restauration, quelles sont les réactions? En fait, j'en parle pas. Ah, Non. donc tu fais ça en catimini. Je passe mon premier niveau de plongée, je suis très fier de ma première carte et je pars en voyage. Tu le passes où ton premier niveau? À Toulouse, dans une fosse
artificielle. Une fosse de 15 mètres, Ok. 15 mètres, un moniteur de plongée. Il s'avère que ce moniteur de plongée était très fameux. Et à la fin de mon niveau 1, il m'a dit « Maintenant, c'est bien, mais si tu veux en apprendre plus, il va falloir que tu ailles plonger ailleurs. » C'est comme ça que je me suis retrouvé à Tenerife, au milieu de raies et qui passaient à ça de moi, avec des bancs de poissons, des tortues, des épaves. Donc là, ça amplifie ton souhait, ton rêve. Donc quand je rentre, je passe mon 2e niveau. Donc là, tout s'accélère. Parce qu'en fait, tu es allé super vite. En fait, en 2 ans, montre en main, tu as passé tous tes diplômes, certificats. C'est vrai. Est-ce que tu as douté à un moment donné dans ces 2 ans? Est-ce que tu as eu peur de l'échec? Comment ça s'est passé finalement? Parce que parfois, quand on part en chemin, Il y a eu beaucoup de péripéties, effectivement. Après mon niveau 2, j'ai commencé à étudier plus sérieusement la plongée sous-marine, puisque on est censé dissoudre des gaz, c'est très chimique aussi. Ah ouais? Ouais. Il y a une vraie étude. dissoudre des gaz, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on respire de l'oxygène et de l'azote. L'azote, elle, se dissout en nous, donc dans nos cellules, jusqu'à dans nos os, en fait. Et c'est lié à la pression hydrostatique. Ok. Donc quand on descend, tout va bien, ça se dissout. On peut ressentir aussi des effets de gaz, d'oxygène, légère intoxication, c'est ce qu'on appelle la narcose. Puis on va profond. Donc c'est tout ça que j'ai étudié en fait. Et à la remontée, on doit libérer ces gaz par le filtre pulmonaire et marquer des paliers. En plongée sous-marine, c'est les fameux paliers de décompression. Donc tout ça, ça s'apprend. Il y a une maîtrise pratique et une maîtrise théorique. Et lors de mon 3e niveau, le plus avancé en France et à l'international, c'est 60 mètres de profondeur en autonomie. Waouh. Donc à partir de là, j'ai vécu un incident de plongée. Ah. J'ai fait une erreur de débutant. Au lieu d'ouvrir ma bouteille, je la fermais puisqu'on a un protocole à suivre en étant resté longtemps sur le bateau. Et j'avais à 3/4 fermé ma bouteille de plongée au lieu de l'ouvrir à 3/4. Je plonge sur 20 mètres. Arrivé à 20 mètres, je n'ai plus d'air dans la bouteille. Enfin, j'ai de l'air dans la bouteille, mais je ne l'ai plus à détendeur. Ouais. Mes binômes sont en train de faire un exercice, descendre très très vite sur 40. C'était l'exercice, il fallait descendre très très vite sur 40. Et à 20 mètres, j'ai plus d'air. Donc là, je n'ai plus de quoi ventiler. J'ai 2 décisions à prendre, soit rejoindre mes camarades qui sont à 10 mètres en dessous de moi. Pour qu'ils te filent leur bouteille? En palmant rapidement et en faisant les signes et le protocole adéquat, soit je remonte en surface. J'étais à moitié-moitié. Il faut combien de temps pour remonter à 20 mètres? Pour remonter, il faut surface. très peu de temps. Ouais. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'en très peu de temps, on n'a pas le temps de... Les paliers de décompression? Il y a les paliers Ouais. et il y a aussi une forme de dilatation des gaz, ce qui fait qu'on peut créer un accident. Si j'ai beaucoup d'air dans les poumons, ça vient écraser mes alvéoles pulmonaires et ça, c'est mortel. Donc, dans ma tête, je n'avais en réalité qu'un choix, c'était de rejoindre mes camarades. Et donc, je les ai attrapés, ils m'ont donné de l'air, ça s'est solutionné. Ils m'ont dit, bon, on remonte, on finit la plongée. Je dis, bah non, on continue, parce qu'autrement, je ne sais pas si je vais replonger, moi. Et on a continué les exercices. Et ça m'a appris sur le terrain aussi l'humilité, la rigueur sur la plongée sous-marine. Puis ensuite, il y a eu d'autres doutes qui sont arrivés, c'est lors de la professionnalisation, lors de passer de plongeur à encadrant. Et c'est ça, c'est une sacrée responsabilité d'emmener les gens sous l'eau. C'est une très grande responsabilité, surtout en France. On a beaucoup de règles. C'est un des sports qui est le plus réglementé en France. Donc j'ai eu des doutes concernant les études, puisque moi j'avais un BEP. Un BEP. T'avais pas ton bac? Non. J'ai même pas réussi à avoir mon brevet de 3e, moi. Parce que c'est un concours de circonstances, c'est pas une question intellectuelle. Et en fait, tout ça, ça m'a mis des doutes. Je me suis dit, est-ce que je suis capable d'avoir ce diplôme d'1 an, qui est l'équivalent Bac plus 3? Donc il y avait une remise en question, un mémoire à traiter, un challenge, des choses. quand même, Un gros challenge que j'ai réussi. Bravo. Et qu'est-ce qui est le plus dur alors? Est-ce que c'est changer de métier ou est-ce que c'est changer d'identité? Parce que c'est vrai que souvent dans ces processus, parce qu'on va voir derrière ta transformation qui a une autre dimension que juste celle de l'océan, aujourd'hui en tout cas dans ce que tu proposes. Et c'est vrai que parfois par rapport à notre entourage, notre famille, nos amis, ils ne nous reconnaissent pas forcément dans notre transformation de la personne qui servait dans un restaurant au moniteur de plongée et plus. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors tout de suite, on ne le sent pas sur le changement d'identité. Moi, je l'ai accepté tout de suite. J'étais très heureux. Ouais, tu étais aligné. Ouais, donc j'étais expansif par rapport à ça. Les gens ont parfois émis des doutes, souvent été heureux pour moi.
Puis après, j'ai gardé et j'ai trié mon entourage progressivement aux lois de mes aspérités, de mes nouveaux challenges, de mes nouvelles envies. Donc ça s'est fait assez naturellement sur la part identité. Et après, ensuite, le métier, oui, c'est tout un autre monde D'assumer cette d'assumer ça. Donc j'ai même vécu des moments de doute très très forts dans l'eau, dans des conditions difficiles, où j'ai réalisé que j'avais des angoisses, et des angoisses assez fortes. Et ça a été une remise en question. Je me suis dit, mais est-ce que je suis prêt pour faire moniteur de plongée, amener des gens? Qu'est-ce qui t'angoissait? En fait, c'est une angoisse liée à un trauma dans mes jeunes années, Qui est remonté qui à est ce moment-là. remonté à la surface. C'est très intéressant. Je ne pouvais Oui. pas parler. J'entendais ma respiration, les battements de mon cœur, et je ne savais pas si je pouvais protéger quelqu'un. Ah, intéressant. Et c'est comme ça que c'est remonté. Et puis avec une personne, on a beaucoup échangé, beaucoup parlé. J'ai pris 3 jours de repos. Je me suis posé et j'ai pris la décision de continuer sans peur, en affrontant ce qui est. Et en fait, l'angoisse a diminué petit à petit. Tu m'as dit que l'apnée, elle t'avait fait renaître. En quoi elle t'a fait renaître l'apnée? J'ai dû faire face à mes peurs. C'est un miroir, l'eau, donc elle vous renvoie tout de suite ce qui cloche, ce qui va bien, ce qui cloche. Ce qui va bien, c'est quand les effets de l'eau sont magnifiques sur le corps humain et sur l'esprit. Ce qui allait pas bien, c'était mes angoisses. On est tous des anxieux, c'est la condition humaine. Mais j'avais des angoisses importantes que j'ai pu apprendre à mettre de côté au départ, et puis après à traiter avec le temps. Ce qui m'a révélé, c'est l'activité physique. Et puis c'était un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être astronaute, acteur, chanteur, apnéiste. Donc j'en ai quand même fait un. J'adore. Donc voilà, je suis devenu apnéiste. Qu'est-ce que ça a fait chez moi, l'apnée? C'est surtout dans la transmission, dans l'échange avec les gens, ce que je peux leur apporter humblement. Et les aiguiller. C'est dans ça que je me sens rempli, plein. C'est dans les guider, dans leur amener à une compréhension d'eux-mêmes, de ce qui est essentiel, de ce qui peut leur apporter à un instant T. Est-ce que vous avez deviné le chemin de vie, Sébastien? Parce que tu pourrais totalement faire de la plongée pour toi. Ouais, Tu ouais. vois, en tant que loisir, etc. Mais toi, tu as cette volonté de transmettre quelque chose de fort pour quand même aider les gens à trouver l'apaisement, des réponses, du sens. Et aujourd'hui, tu transmets plus que juste de l'apnée. Tu parles aussi de ton rapport à ton corps. Tu as parlé au début de la nourriture, du fait que la restauration, trop de nourriture, trop de gaspillage, trop. Si on parle juste du corps physique, en quoi la plongée, donc tu m'as dit que tu t'étais mis au sport, mais du coup j'ai l'impression que tu as eu une prise de conscience quand même sur ton mode de consommation. C'est encore l'apnée qui est venue lever un levier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je plongeais de plus en plus profond, mon corps physique n'acceptait plus les charges de nourriture que je lui imposais. Et ouais. Donc cette nourriture est devenue comme ça, toujours là, gourmand, et puis manger des grandes quantités. Mais ça, l'apnée, par elle m'a dit, mais non, mais en fait, regarde à quel point il est plus facile de plonger, de vivre en t'alimentant moins, en gardant ton côté gourmand, mais en t'alimentant moins et moins mieux. souvent. Oui, j'ai toujours bien mangé. Qu'est-ce que tu as changé alors dans ton Euh, alimentation? Les grandes décisions ou les grands changements? Les grands changements, je dirais que globalement, c'est du quantitatif. Ok. J'ai réduit les quantités. Ensuite, il y a des aliments que j'ai pu observer qui me faisaient défaut, plus ou moins, comme le pain. Moi, je suis un mangeur de pain de base. Ah bah ouais, le pain blanc de base, c'est inflammatoire. C'est terrible pour mes intestins en tous les cas. Du coup, ça, j'ai dû réduire la viande aussi. Naturellement, j'ai réduit la viande. Le poisson, finalement, j'en ai moins mangé aussi. En fait, j'ai mangé tout, mais en moins. Et puis les gâteaux, le chocolat, surtout le grignotage. Tout ça, j'ai éliminé, mais de façon nette. Ah oui. Ah oui, de façon Alors, nette. je vous laisse deviner le mois de naissance. Le Feedback. côté, c'est rien ou c'est tout ou c'est rien.
Et en même temps, ça donne du résultat. Bah ouais. Alors, ton alimentation, ton rythme de vie, est-ce que tu as l'impression de t'être aussi respecté dans Ouais. cette démarche? Complètement. Complètement, oui. C'est une satisfaction en fait. Une satisfaction de voir qu'on est capable de faire des choses et qu'on se sent mieux au fil des ans. Parce que ça a pris plusieurs années quand même. Ah oui, ça se fait pas tout seul. Mais bon, en 7 ans, j'ai perdu 10 kilos. Stabilisé, Oui, c'est bien. voilà, Oui. avec une prise de masse. Donc ça demande vraiment... Mais je l'ai fait naturellement et j'insiste, c'est l'apnée qui m'a amené à ça et non pas j'ai fait un régime. Oui, en 2 mois, hyper brutal, où tu reprends, etc. Pas du tout. C'est une des applications formidables de l'apnée, quoi. C'est naturel. Qu'est-ce que l'eau t'a appris que la vie, jeu de mots, à la surface, Ouais. t'avais pas appris, tu vois, dans cette vie de restauration? Et qu'est-ce que l'eau vraiment t'a appris? Elle m'a appris de ralentir. Je dirais que si je devais donner un mot, c'est l'éloge de la lenteur. C'est beau. Ouais. Ça nous apprend à prendre conscience de nous-mêmes. Et puis, quand on va doucement, on peut avoir des sensations. Quand on a des sensations, parfois on a des émotions, mais surtout, on a du plaisir. Donc, c'est ce que je transmets aujourd'hui pour tous ceux qui veulent venir faire un stage d'apnée. Je leur dis, on va commencer par ralentir. Se couper des informations qui sont partout et sans cesse. Ralentir, s'écouter. Ouais. Voilà, l'eau m'a appris globalement ça, elle m'a appris l'humilité, elle m'a appris la beauté, elle m'a appris à communiquer sur le vivant, elle m'a appris à nous revenir à une forme de... On est des cohabitants avec la nature et on ne doit pas s'imposer comme intelligence supérieure. En réalité, toute la communication dans le vivant et... On devrait être plus curieux, on en apprendrait plus sur notre monde, je crois. On a tout intérêt à s'orienter vers ça. Il y a tellement de questions sans réponse encore. Surtout chez la baleine et les dauphins. C'est nos congénères quasiment. Des univers à explorer Oui. sans fin. Oui, évidemment, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est trop beau. Je te propose qu'on aille continuer dehors. Ouais, avec plaisir. Ok. Ça te va, Clément? Pour la fin de l'interview. Bon, Sébastien, on a changé d'environnement. Là, on est vraiment dans ton élément. Je te cache pas que c'est ce que je préfère. Alors aujourd'hui, justement, après toutes ces étapes, tu es devenu, on dit professeur de plongée? Ouais, on dit professeur, moniteur de plongée, instructeur de plongée, instructeur d'apnée. Instructeur de plongée, d'apnée, ok. Ce qui me définit le mieux aujourd'hui, c'est l'instructeur d'apnée. Ouais. Ok. Et donc, tu enseignes à Marseille, en Égypte, à Madagascar. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu as choisi ces lieux? La vie, c'est la vie qui Ok. m'a mis devant ça. L'Égypte d'abord, c'est un lien très fort. C'est une mer exceptionnelle avec une visibilité incroyable. Ah ouais. On peut avoir jusqu'à 50 mètres de visibilité en Égypte. 50 mètres. Ah ouais. C'est D'accord. assez Alors que chez étonnant. nous, parfois, on voit rien une fois sous l'eau. C'est vrai qu'en Méditerranée, on est quand même chanceux. L'Égypte, c'est aussi mes grandes découvertes en plongée sous-marine avec les animaux. Mais c'est aussi le Blue Hole surtout. Le Blue Hole. Je connais pas. Il faut que je te raconte une histoire. Alors vas-y, je t'écoute. Quand j'étais petit et que j'étais très énervé, très seul, je me mettais à dessiner. D'accord. Et un jour, j'ai fait un dessin. Ce dessin, 30 ans plus tard, je me suis aperçu que c'était le Blue Hole en Égypte, à Dahab. Où en fait, j'allais Où devenir... t'étais jamais allé J'étais jamais allé auparavant. enfant. Ok. Et ce truc-là, je l'ai gardé longtemps, ce dessin. Je l'ai encore en mémoire. Et je peux pas me tromper parce qu'il y avait des montagnes autour. Ouais. Les montagnes étaient là. Il y avait un trou qui n'était pas un trou, un cercle, mais avec des formes très spéciales. Et ça ressemblait très portrait à ça. Et c'est là que je suis devenu vraiment apnéiste. T'as eu vraiment le déclic là-bas. J'ai fait mes 60 mètres de profondeur il n'y a pas très longtemps. C'est là-bas où je fais une plus grande introspection, là où je vais le plus loin aussi, où Ok. je me rapproche de mes limites doucement. J'en suis encore loin. Et quand aujourd'hui tu vois quelqu'un plonger pour la première fois, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'interpelle? Son état de stress, Ah ouais, sous l'eau, bah son oui. état de stress, sa façon de respirer.
en le regardant ou en la regardant respirer, je connais une partie de sa vie sur le segment où elle est au moment. Ok. Je sais un peu ce qu'elle vit, c'est-à-dire son état de stress, d'anxiété, son rapport à elle-même. Alors, je peux savoir si c'est quelqu'un de déterminé, si c'est quelqu'un d'anxieux, d'hésitant, qui veut tout contrôler avant de faire quelque chose, ou alors qui se lance. Oui. Il y a énormément d'aspects comme ça de la personnalité qu'on peut remarquer très vite. Tu parles aujourd'hui d'alignement sur le corps, le mental, les émotions. Comment est-ce que tu peux l'expliquer à quelqu'un à qui c'est totalement étranger ou quelqu'un qui est comme toi il y a 10 ans dans un quotidien très rapide où on n'a pas le temps de se questionner? Qu'est-ce que ça peut apporter cette prise en charge? D'abord, je peux lui apporter des choses parce qu'elle me propose des choses. Et c'est d'abord par l'écoute. Ensuite, on a accès par la rencontre à plein d'informations en fait. Et c'est des informations que moi j'ai déjà vues. Donc je vais pouvoir m'interagir avec ces informations le plus simplement du monde en expliquant certains concepts que j'ai appris sur le conscient, l'inconscient, sur comment vivre une émotion. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est de l'éducation en fait, sur les concepts humains basiques, mais sur lesquels on fait fi. On peut vivre toute une vie sans connaître ce genre de choses-là. Et c'est pourtant un super pouvoir. C'est grâce à ça qu'on peut traverser la vie avec le plus d'apprentissage, mais aussi en prenant soin des autres autour de soi. Donc il y a des concepts comme ça, de la culpabilité, du jugement, qui moi m'ont permis en fait d'être plus dans l'amour. De soi-même et des autres. Exactement, d'abord de moi-même sans aucun doute. Les concepts que je dis là, c'est des concepts très simples, pas du tout perchés, sur lesquels on peut échanger avec de l'honnêteté, ça c'est très important, en se regardant soi et avec un lien de confiance. Et ça, je dirais que c'est sublime et ça fait aussi, pour moi, partie de l'apnée. Tout ça, ça peut s'imbriquer, ça peut être en communion, ça peut interagir entre l'apnée, les émotions, puisque l'apnée, c'est une source d'émotions. Quand on revient d'une apnée, on peut pleurer, on peut rigoler, on peut avoir le souffle coupé, voilà, on peut avoir tout un tas de choses qui nous traversent. Donc en ça, il faut à un moment se poser et accueillir les sensations. C'est ce que je propose aux élèves après une apnée, ne pas parler, ne pas exprimer, ne pas mentaliser, juste accueillir ce qui est. Et ça, c'est un grand espace bienveillant, d'accueil, de positivité et surtout un temps où on coupe avec le reste, même avec l'autre. Voilà, dire oh oui, je l'ai fait, j'ai réussi à faire. Non, juste apprécie ce qui s'est passé et après on y reviendra ensemble. Et est-ce que tu as assisté à des déclics, toi, de gens comme ça, sous l'eau? Est-ce que tu as vu des gens comme ça qui avaient une espèce de, comme toi, de révélation? Tellement souvent. Tellement souvent. C'est en ça que l'apnée se démocratise. C'est en ça que l'apnée, je dirais... Il y a une démocratisation? Complètement. Ah ouais. Il y a une évolution de l'apnée en France depuis 15 ans, 20 ans. C'est remarquable. Et je dirais que les gens ont raison. Voient le côté esthétique d'abord, voient l'introspection ensuite, et une fois dans l'eau, et commencent à embrasser toute cette chose, tout ce paradigme, tout ce monde qui peut leur apporter quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, une fois qu'on y a goûté, on peut comprendre les aspects, les outils, les leviers qu'on peut actionner pour se sentir bien. Moi, je parle d'apnée bien-être. Eh oui. Donc l'apnée bien-être, l'apnée de loisir, bien-être, celle qui nous fait du bien au quotidien. Donc c'est revenir 1 fois, 2 fois par semaine, pourquoi pas. Et pas juste 1 fois pour aller voir Nemo. Voilà, exactement. Même si Nemo, il a parfaitement droit qu'on lui rende visite. Bien sûr. D'abord. Alors aujourd'hui, tu t'intéresses au trauma, tu t'intéresses à l'aquaphobie, à la numérologie. Oui. Pourquoi tu as ce besoin d'aller dans tout ça, au-delà juste de la technique de plongée?
Et qu'est-ce qui fait que tu t'ouvres à ces différents domaines et comment c'est un peu arrivé tout ça? Mais je suis curieux. Et puis ça m'intéresse, ça nous parle. Nous, en tant qu'humains, on est toujours allé... le plaisir de regarder l'horoscope, le plaisir de dire ah si je peux en savoir plus. Et pour être plus précis, j'ai fait une guidance en fait quand j'avais 32, 33 ans comme ça. J'avais besoin d'un guide à un moment Avec donné. quelqu'un qui faisait quoi? Les cartes? Le tarot, D'accord. la numérologie, un petit peu de tout. Ouais. Et qui a imbriqué ça et qui m'a fait 5 lettres. Et c'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai lu ça, c'était l'histoire de ma vie. Et ça m'a montré aussi que j'étais sur la Terre pour faire quelque chose. Ça. Et pour accomplir aussi ma mission. Océan Harmonie, c'est ton nom? Oui. Ça prend tout son sens? Oui. On est bien dans le 6. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Océan Harmonie, c'est prendre soin de l'autre. Ouais. Donc, c'est ma quête. Avec cette notion de l'eau, quoi, cet univers. L'eau, par la force des choses, elle fait son travail. Et moi, je viens en plus là-dessus pour amener, pour montrer à quel point elle nous fait du bien, pour aller expérimenter des choses avec des outils, des exercices bien spécifiques, de lâcher prise. En fait, tu fais sauter ton mental. Et là, tu apprécies tout ce qui est. Et les gens repartent avec la banane comme ça. Ils se disent, C'est trop bien, ouais. C'était trop bien. J'ai pensé à rien pendant 1 heure. Quand c'est qu'on remet ça? Et effectivement, l'eau, l'apnée, la respiration consciente, et puis se mouvoir dans l'eau. L'eau est 800 fois plus dense que l'air. Donc ça veut dire 800 fois plus dense que l'air. Ça veut dire quelque chose en termes de biomécanique, de chaîne musculaire, et puis l'activité physique. On sait très bien à quel point c'est bon pour notre esprit et notre corps. Quand tu découvres ton thème en numérologie, qu'est-ce qui t'appelle ou qu'est-ce qui t'impacte d'abord? Parce que... Le 6. Le 9 d'abord. Ouais. Le 9. Ah, le 9. Le 9. Ah ouais. Ah ouais, avant tout. Ouais, même le 6, j'ai eu du mal avec le 6 en fait. Tu sais, le 6 est un bébé neuf. Le 6, c'est la maman, le 9, c'est la sage-femme, tu vois, Ok. pour te décrire un peu. Ouais, Mais- c'est comme ça, je le ressens en plus, parce que effectivement le 9, c'est mon étendard, quoi. C'est ton chemin de vie. Ouais. Donc Sébastien, il est chemin de vie 9 et c'est, j'ai envie de dire étonnant, mais non, quand on pratique la numérologie, parce que le 9, c'est cette idée d'exemplarité, cette idée de perfection, cette idée de profondeur. Ce sont des gens qui aiment vraiment la profondeur, l'apprentissage, la transmission, tu l'as dit. Et les domaines d'évolution du 9, c'est le très haut, donc les pilotes de ligne, l'astronomie, l'astrologie, mais les très bas, donc la profondeur. Et il y a cette notion aussi de champion olympique. J'avais fait pas mal de trucs comme ça, ou des grands navigateurs. C'est cette notion de l'horizon, cette notion des grands espaces avec le 9. Et il y a cette idée du monde, de l'ouverture. Donc ça peut être très bien un médecin dans l'humanitaire, mais ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans le luxe, parce que cette idée d'exemplarité, de perfection, les 9, ils font toujours les choses avec le cœur, avec la passion. Ça peut pas être, entre guillemets, juste des gens qui vont faire des tâches répétitives sans sens. Que ce soit des gens qui travaillent dans une épicerie, dans un restaurant. Il y a un moment donné, le 9, il a ce questionnement, ce besoin de sens, tu vois. Et quand tu m'en parles, je me dis, mais retrouve c'est totalement là-dedans. incroyable. Et tous les métiers que tu m'as cités tout à l'heure, c'était totalement neuf. Alors Sébastien, il est né un 7. Ah oui, Donc j'y la tiens. curiosité, le cerveau qui fume, Ah oui. ce besoin de comprendre, ce côté clown et à la fois décalé. Et il est né au mois d'août. Donc cette intensité émotionnelle, cette volonté d'agir aussi, cette légitimité, cette loyauté. On retrouve vraiment tout ça. Donc tu m'as parlé du 9, et est-ce qu'il y a autre chose qui t'a interpellé? Donc le 6, parce que Sébastien, donc il a une mission 6, mais tu es aussi capacité innée 6, expression 6. Oui. Donc il y a ce Beaucoup de grand 6. sens du service et cette harmonie dont tu parles. Donc océan, harmonie. Et au tout début de ton texte, tu me parles de l'harmonie familiale. Donc vraiment... Il y a ce chiffre-là et il y a du 2 aussi qui est l'eau. Ouais, ton 6 est alimenté par du 2 dans voilà. l'inclusion. Exactement, donc qui est alimenté de l'eau, de la féminité, donc je me sens extrêmement bien avec les femmes, avec cette part féminine qui est en moi aussi. Et donc en ça, je me retrouve beaucoup dans mes chiffres. Ouais.
C'est chouette. J'aurais J'ai pas adoré. pu rêver mieux en réalité. C'est quelque chose que tu transmets, la numérologie, ou pas du tout? Pas encore. Ah, c'est... Je suis encore aspecté du 4 et du 1 parce qu'il faut absolument que j'en sache encore plus pour pouvoir me donner cette légitimité entre guillemets. Et puis j'ai 3 formations, je suis dans une année 7 et j'ai 3 formations en cours. Donc je travaille très dur pour acquérir le maximum de compétences afin de pouvoir continuer à faire mes projets qui sont en route aujourd'hui, parler des émotions, de la conscience, mais d'aller sur des sujets où on raconte pas de bêtises, où on est au plus authentique, où ça peut parler au maximum de gens, et continuer mon projet de la mer, mon projet apnée, à démocratiser le maximum, à créer des stages, des bulles, où on fait une parenthèse non plus d'1 heure, mais de 6 jours. Et ça, c'est incroyable. J'adorerais. Je viens de monter un stage qui s'appelle Médithérapie. Quelle bonne idée. Voilà, donc Ouais, qui allie Je vais l'eau, regarder les dates. et la conscience, la psychologie, tout un tas de choses. Je m'entoure de personnes aussi pour faire des stages originaux. Originaux. Merci. On marche pour la fin? Ah, volontiers, ouais. Et à quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui, qui a perdu ses repères, sa boussole, quel conseil tu pourrais lui donner? Toi qui es passé par là. Bah déjà que c'est pas grave Ouais. et que C'est chouette. ouais. Te déculpabiliser. Ouais. Faut rassurer, il faut dire aussi que ça fait partie de la vie et que si cette personne en est là, c'est parce que derrière, il y a certainement de magnifiques choses à aller chercher. Parfois, c'est un moment qui est un peu inconfortable, certes, mais il nous permet d'avancer, il nous permet de faire des choix, des fois à 180 degrés. D'abord, c'est de se poser et de faire émerger nos vrais désirs, nos vraies envies, en complètement faisant fi de la société, des conventions, de ce qui est bien, de ce que les autres veulent pour nous, mais plutôt en regardant à l'intérieur, là, bien profond, le petit garçon, la petite fille qui rêve de faire quelque chose et de se dire juste que c'est possible. Et que quand on vise les étoiles, au pire, on tombe sur la lune. J'allais te demander si tu pouvais résumer ton parcours en une phrase, mais c'est une très belle conclusion. En une phrase, ouais, c'est une belle conclusion, ça c'est vrai. En tous les cas, ça me va bien parce que ça parle des étoiles et du soleil. L'idée, c'est, je sais pas, pour résumer, en tous les cas, c'est l'apprentissage. C'est pas grave d'avoir pendant quelques années tourné, viré, pensé que on était complètement à côté de nos pompes. Et puis un jour de toute façon, la vie nous permet de prendre des opportunités. Il y en a toujours qui passent. Il suffit d'être prêt à les saisir. Donc non, c'est de s'écouter, de se faire confiance. Faites-vous confiance, c'est le plus important en fait. Le reste, ça va aller. Voilà, après pour mon parcours, il n'est pas terminé, donc on en reparle plus tard. C'est déjà un bon parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sébastien, si on a envie de faire un stage avec toi en médithérapie par exemple? En médithérapie dans ou en une Égypte fosse à Bordeaux, le 7 et le 8 février. Vous pouvez me retrouver en Égypte à partir du 14 février. Oui, et moi j'y serai, et je m'entraînerai là-bas. Et le 1er 7 mars, il y a un stage. En avril, il y a un autre stage en Égypte. Et puis vous pouvez me retrouver en mai peut-être à Nosy-Be, comme en décembre à Nosy-Be, Madagascar. Et entre les deux, je suis à Marseille et je me balade dans les calanques. Le neuf qui voyage partout dans le monde, quoi. Vous avez vu, ça bouge, ça bouge. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien. Avec grand On plaisir. mettra ta page Instagram, ton site internet, pour tous ceux que ça intéresse, en lien dans la description de la vidéo. J'ai adoré, parce que j'adore l'océan, j'adore l'eau, et je trouve l'idée de se guérir, de se comprendre et de s'apaiser à travers ce que tu proposes vraiment génial. Et j'espère vraiment pouvoir faire un stage avec toi parce que ça m'anime de dingue. C'est la bienvenue. Et je te remercie. Tu viens quand tu veux. Et je te remercie pour ta transmission, ta sensibilité, ce que tu proposes, et je te souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Merci Eva. Ça m'a beaucoup touchée. Au plaisir alors. Je t'embrasse. Salut.
Continue. Ouais, merci. Ciao. Ciao. On quitte les Calanques avec cette sensation rare d'avoir vécu un vrai moment. Une rencontre sincère, généreuse, qui nous a nourris bien au-delà des mots. Avant d'en rentrer, on descend tranquillement vers Marseille. Et comme souvent ici, on nous l'a conseillé chaudement, dernière escale gourmande pour découvrir une spécialité locale, les navettes marseillaises. C'est super bon, c'est à la fleur d'oranger. C'est la plus vieille boulangerie de Marseille, 1791-81. Énorme. Et j'ai aussi pris des marseillottes. C'est des nougats à l'anis enrobés de chocolat au lait. Que je vais offrir à mon cher et tendre. Trop sympa. On va voir si c'est bon. En tout cas, ça c'est super bon. Avec un petit thé. Ouais, on imagine bien parce que tout seul c'est un peu sécos. Ouais, un peu Mais il faut le thé. Voilà, c'est la fin de notre excursion, de notre découverte à Marseille. Je vous laisse sur cette vue incroyable. J'espère que toutes nos petites adresses, si vous venez ou si vous êtes de Marseille, vous réjouiront. J'espère que la rencontre avec Sébastien vous aura réjoui, enchanté, réchauffé, motivé et vous donnera de l'impulsion pour croire en vos projets et pour oser sauter le pas. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à m'écrire eva@evabobin.com si vous avez envie qu'on vienne avec Clément à votre rencontre. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.